Un calme inhumain, du travail au corps, un crochet gauche, missile à tête chercheuse et bien d'autres joyeusetés. On analyse tout de suite l'impensable. Comment Francis Ngannou a réussi à choquer Tyson Fury, le meilleur boxeur poids lourd de sa génération. Bon, d'abord débarrassons-nous une bonne fois pour toutes du débat sur le résultat avant d'analyser techniquement. Oui, même à froid personnellement, je donne toujours Francis Ngannou gagnant et sans hésiter. Mais après être allé voir comment la boxe scorait les combats et selon les critères ultra flous de leur système de notation au point, alors oui, en fait, si vous voulez et selon votre interprétation, il est possible de donner le combat à Tyson Fury d'un cheveu. Alors je sais, c'est bizarre, mais avant de venir cramer ma boîte aux lettres, attendez, je vais vous expliquer. Bon alors attention, pour en arriver à la donner à Fury, il faut quand même jeter par la fenêtre le fait que Francis a fait plus de dégâts, que lui n'a jamais été mis en danger et qu'il est même devant en termes de nombre de frappes significatives. Alors oui, ça fait beaucoup, mais donc ce qu'il faut savoir malheureusement avec le scoring en boxe anglaise, c'est que il y a 4 critères généraux et aucun ordre d'importance entre les 4. Et c'est une folie quand on y pense, parce que c'est donc au bon vouloir du juge de décider ce qu'il met en avant dans sa notation et comment. Donc quand on va sur DAZN par exemple, le diffuseur du combat mais qui reprend les critères exacts de l'association des commissions de boxe, ces critères sont l'efficacité dans l'agression, le contrôle du ring, la défense et les coups significatifs. 4 critères généraux qu'on peut interpréter de 1000 façons différentes et dont aucun n'a l'ascendant sur les autres, au contraire du MMA où la priorité est mise sur les dégâts et la mise en danger de l'adversaire. Mais par exemple de dire la défense comme critère, c'est ultra nébuleux parce que par exemple admettons que dans un combat, un des deux boxeurs avance constamment sur son adversaire, qu'il contrôle le ring, mais en ne faisant que défendre et sans mettre un seul coup. Et que son adversaire, qui lui donc boxe en reculant, envoie 100 coups dans le round et arrive à toucher une dizaine de fois de manière significative. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'en termes de coups, il en a mis 10-0, le gars qui recule. Mais les 3 autres critères, il les a pas, donc un juge pourrait très bien lui donner le round. Et si les 10 rounds sont comme ça, il y a un des deux combattants qui peut avoir gagné le combat sans mettre un seul coup. Alors je suis d'accord, c'est extrême comme exemple, mais rien ne s'y oppose selon ces critères, du coup. Alors tout ça pour dire qu'il est possible de donner le combat à Tyson Fury selon ce qu'on décide de mettre en avant. Mais à mon sens, c'est au minimum 5 rounds pour Francis, dont un round à 18 avec le knockdown, et donc à mon sens, je maintiens une victoire de Francis. Et en termes de dommages, là il n'y a même pas match. Voilà, maintenant qu'on a mis ça de côté, intéressons-nous à comment le Predator a réussi une telle performance. Déjà, un truc qui était impressionnant, et qui même si c'est abstrait a eu une importance capitale dans ce combat, c'est le calme et la sérénité dont Francis a fait preuve. Littéralement dès la première seconde du combat, juste après le face-à-face où Tyson a clamé à Francis « Maintenant je t'emmène à l'école », Fury se jette sur Ngannou, feinte et lui envoie un énorme crochet droit pour lui arracher la tête. Et malgré la pression ahurissante au vu de l'échelle de l'événement, le fait que les yeux du monde entier sont rivés sur ce combat et le fait qu'il affronte le meilleur poids lourd, toujours invaincu, de ces 10 dernières années, Francis ne bronche pas, absorbe l'attaque et repart le plus tranquillement du monde. Et cette capacité à rester imperturbable quelle que soit la situation est cruciale parce qu'elle lui permettra de ne jamais à aucun moment du combat se laisser emporter par les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et à maintenir le cap pour suivre méthodiquement son game plan sans jamais se faire bousculer par les filouteries de Fury. Et pourtant il y en a eu, alors que ce soit des gros coups de coude à peine dissimulés, le fait de se faire chambrer ou même un 5e round tendu où la dynamique semblait changer de côté. Dans ces moments-là, si le doute s'installe ou que les émotions négatives prennent le pas, ça peut être le début de la fin et accélérer la catastrophe parce que vous commencez à surréagir aux feintes de jab quand vous en avez pris quelques bons, vous avez envie de vous précipiter pour essayer de lui rendre le coup que vous avez pris parce que vous voulez empêcher que l'adversaire prenne confiance. Et alors certes, c'est dans la tête tout ça, mais c'est quand même absolument capital. Et Francis est resté calme et méthodique tout le combat malgré tout ça. Voilà, et alors bien sûr, avant d'évoquer toute la partie technique, même si c'est évident aussi, débarrassons-nous-en tout de suite, la lourdeur des points de Francis est l'élément qui, additionné à tout ce qu'on va dire, lui a permis de maintenir en respect Fury. Parce que vous pouvez être le gars le plus technique du monde et réussir à toucher à l'envi votre adversaire, si quand vous le touchez vous ne lui faites pas mal, alors vous ne créerez pas de doute ni d'hésitation chez lui, et rien ne l'empêchera alors d'enclencher le plan bulldozer et de venir vous écraser en avançant sans réfléchir pour vous rentrer dedans. Et maintenant rentrons dans le détail.
Alors déjà, pendant tout le combat, Francis aura bougé à l'économie, n'essayant même pas vraiment de le cadrer, de cadrer Fury, restant à distance et suivant tranquillement les déplacements de l'anglais sans jamais s'agiter ni se bousculer. Il ne sera jamais inquiété de rester à longue distance contre Tyson, faisant confiance à ses contres et à ses explosions pour réussir à le toucher. Il aura donc eu l'énorme avantage de ne pas avoir à dépenser trop d'énergie pour le chasser ou lui courir après. Il y a eu peu de sautillements plus que nécessaire, peu de mouvements superflus, des mouvements légers de tête et de buste pour ne jamais présenter non plus une cible statique, mais le strict minimum, ce qui lui permettra de se fatiguer au minimum et d'être capable d'arriver relativement frais et dispo au 10e round, après avoir trouvé un second souffle. Et là où c'est fascinant, c'est que théoriquement pour contrer ça, Fury utilise normalement ses feintes et son activité, mais comme là Francis ne surréagissait jamais aux feintes et que rapidement Fury a goûté à la puissance du Camerounais, il n'a jamais osé trop appuyer sur l'accélérateur non plus pour crever Francis plus vite, et du coup il n'a jamais pu le fatiguer autant qu'il n'aurait dû. Ensuite, il y a eu le travail au corps. Et c'est quelque chose qui était souvent dit par les observateurs à qui on demandait une possible solution contre Fury, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, vu sa vitesse et son coup d'œil quand il vous contre. Et pourtant, dès les premières secondes et pendant tout le combat, Francis installe des jabs et des directs, notamment au corps, qui non seulement scorent des points, mais font mal et creusent le cardio de l'adversaire au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début du combat, quand Fury était en pleine confiance et bien frais, Francis se faisait d'ailleurs contrer sur ses premières attaques au corps, mais qu'elles rentreront plus facilement au fur et à mesure, et vers la fin du combat, Ngannou arrivait même à utiliser son travail au corps et le fait d'avoir habitué Fury pour remonter à la tête et le surprendre, montrant qu'il pouvait très bien construire des enchaînements sur plusieurs dimensions comme les meilleurs fighters pro. Et dès le début du combat, Fury goûte également à ce qui allait lui poser pas mal de problèmes, le crochet gauche de Francis Ngannou. Souvent mis en contre de la part du Predator, cette arme, avec un bon timing, une bonne distance et des points en plomb, est très vite dissuasive. Et c'est exactement ce qui va se passer, puisque rien que ce crochet fera douter Fury et fera partie des outils qui le feront réfléchir à 2 fois avant d'engager. Et comme la confiance est extrêmement importante en combat, parce qu'elle peut vous donner une demi-seconde d'avance ou de retard dans un échange, en fonction du degré d'hésitation, ça peut faire la différence entre un KO ou non au plus haut niveau. En clinch, arme souvent utilisée à son avantage par le lourd Fury, ici Francis a fait comprendre à l'anglaise que ça ne servait à rien d'essayer de le fatiguer parce qu'il pouvait le bouger comme un enfant. Alors, comme un enfant j'en rajoute un peu, mais le fait est que jamais Fury n'aura pu utiliser ses phases du combat pour prendre un avantage physique ni technique. Et tout simplement parce que Francis est un tronc d'arbre et que son calme et sa méthode ont empêché tout débordement dans ce domaine tout au long du combat. Défensivement, on aura eu un Francis assez impressionnant dans ses réflexes, ses automatismes et sa posture. Et il aura finalement pris assez peu de coups clean, durs ou propres par Fury. Ici on le voit parer un jab, ici l'esquiver d'un retrait du buste, et tout au long du combat, l'anglais aura eu énormément de mal à verrouiller Francis avec efficacité. Soit Francis roulait avec les coups, soit il parait, soit il esquivait, soit il contrait, et tout ça avec un rythme un peu étrange, où t'as pas l'impression qu'il est super vif, mais dans sa manière de se tenir et dans ses mouvements, ça rendait la cible difficile à trouver pour le champion de boxe poids lourd. Son 1-2 passera quand même quelques fois, dont une sur le menton au premier round, mais le reste du temps, à part le jab, la défense de Francis empêchera Fury de construire quoi que ce soit sur les 10 rounds. Et d'ailleurs, le menton de Francis est à mentionner aussi, parce qu'il a quand même pris quelques coups qui auraient pu faire tomber d'autres combattants, mais il les a encaissés sans même broncher. Et c'est en additionnant sa défense et son crochet gauche en contre que Francis met d'ailleurs le knockdown magnifique au 3e round. Tyson tente un petit crochet de distraction suivi d'un direct arrière, mais Francis bloque le premier et contre le second avec son crochet et un super timing, et Tyson était envoyé au tapis pour la 7e fois de sa carrière. Qu'il soit en garde de gaucher ou de droitier, la main arrière de Francis était toujours collée à sa joue pour éviter de se faire surprendre par un crochet de Tyson d'ailleurs. En termes d'attaque, son double jab à Francis suivi du bras arrière aura très bien fonctionné tout au long du combat. Et le double jab, c'est une arme en MMA en tout cas qui est très souvent oubliée ou sous-utilisée, mais qui permet de casser le rythme de l'adversaire, en même temps qui permet de casser la distance et de préparer un combo puissant. C'est basique, c'est pas forcément flashy ni flamboyant, mais purée qu'est-ce que ça aura bien marché pour lui. Le timing aussi de Francis, si étrange pour Fury, lui aura donc permis de placer beaucoup de durs crochets gauche en contre et de le toucher même dans les échanges initiés par Francis lui-même. Et c'est une vitesse et des mouvements auxquels Tyson ne s'habituera jamais vraiment au cours des 10 rounds. Alors attention, Francis aura aussi beaucoup envoyé dans le vide, mais bon, si au bout du compte il termine le combat avec plus de frappes significatives, c'est quand même un bon indicateur de succès.
Enfin voilà, en tout cas c'était quelques éléments qui permettent de comprendre comment Francis Ngannou a fait pour choquer le monde et choquer Tyson Fury. Il y en a évidemment 1000 autres, mais ça permet d'avoir un espèce de regard global. Si ça vous a plu ou que en tout cas vous avez appris peut-être un petit truc, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne. Et pour le reste, merci d'avoir suivi, à la prochaine et ciao. Fucking coming for you!